Elle s'effondra, serrant son nouveau-né contre elle. Personne ne l'aida jusqu'à ce qu'un mystérieux millionnaire la prenne dans ses bras. L'appartement était étouffant, un 2 pièces à peine solide à la limite de la ville, avec des murs qui s'écaillaient et le son lointain des sirènes résonnant à travers les vitres fissurées. La lumière du couloir vacillait au-dessus de sa tête comme une étoile mourante. Lisa se tenait pieds nus, berçant son fils nouveau-né, Luc, contre sa poitrine. Son bracelet d'hôpital était encore accroché à son poignet. Elle n'était même pas rentrée depuis une journée entière. Jason se tenait près de la porte, son manteau déjà sur le dos, d'une voix cinglante et définitive. « Tu ne ramèneras pas ce bébé ici, Lisa. J'en ai fini. » Lisa cligna des yeux, stupéfaite, les bras se resserrant instinctivement autour de son fils. « Jason, qu'est-ce que tu racontes ? C'est ton fils. Tu étais là quand il est né. Je t'avais dit que je n'étais pas prête pour ça. » Jason s'exclama. « Tu crois que tu peux balancer ton désordre dans ma vie et espérer que je le porte ? » La voix de Lisa tremblait. « Je viens d'accoucher. On n'a nulle part où aller. S'il te plaît, il n'a que 3 jours. Je ne suis plus responsable de toi, dit-il en ouvrant la porte. Trouve-toi. » Puis il disparut. La porte claqua derrière lui avec une irrévocabilité qui fit tressaillir Luc dans ses bras. À midi, elle était dehors. Elle avait rangé quelques couches, une boîte de lait maternisé, une fine couverture et un biberon dans un vieux sac fourre-tout. Son téléphone était presque à plat. Ses économies, le peu qui lui restait, étaient dans sa chaussette, roulée en billets de $20. Pas de plan, pas de destination, juste le léger poids de Luc contre sa poitrine et la douleur croissante dans ses pieds. Elle erra dans les rues de la ville, s'arrêtant dans des restaurants, des magasins, et même une station de lavage auto. « Je ferai tout ce que je peux, » supplia-t-elle. « Nettoyer, trier, balayer. J'ai juste besoin de quelques heures. Je peux travailler avec lui. Je ne dérangerai personne. » Ils ont tous dit non. Certains étaient polis. D'autres non. « Tu devrais être dans un refuge, » dit une femme sans la regarder dans les yeux. Un homme dans une sandwicherie ricana. « Retourne voir celui qui t'a mise enceinte. » Chaque refus la minait jusqu'à ce qu'il ne lui reste presque plus rien. Le soir, Lisa n'avait pas mangé depuis 24 heures. Luc remua dans son wrap. Ses cris doux devenaient plus aigus. Ses bras tremblaient. Ses lèvres étaient sèches. Les bruits de la ville autour d'elle se brouillaient. Les klaxons, les bavardages, le claquement des grilles de métro. Sa vision vacillait. Elle traversa une rue animée près de Midtown. Des gratte-ciel se dressaient au-dessus d'elle, baignés de la lumière dorée du soleil couchant. La foule s'agitait dans toutes les directions. Un food truck siffla au coin de la rue, répandant une odeur d'oignon grillé dans l'air. Elle ne se souvenait pas d'avoir eu les genoux qui l'avaient lâchée. Un instant, elle marchait, l'instant d'après, ses jambes fléchissaient. Elle s'affala lourdement sur le trottoir, protégeant Luc de ses 2 bras lorsqu'ils touchèrent le sol. Quelqu'un la contourna. Un autre jeta un coup d'œil puis accéléra le pas. Lisa ouvrit la bouche. « S'il vous plaît. » Un homme en costume baissa les yeux, fronça les sourcils et continua son chemin. Son corps se recroquevilla autour de Luc, protecteur. Sa tête était lourde. « Je suis désolé, bébé, » murmura-t-elle. « J'essaie. » Puis les pneus crissèrent. Une Bentley noire coupa la circulation et s'arrêta au bord du trottoir. Le conducteur eut à peine le temps de réagir que la portière arrière s'ouvrit et qu'un homme de grande taille en manteau bleu marine en sortit. José Marquez Santiago, entrepreneur, investisseur et le genre de millionnaire qui gagnait plus d'argent avant le petit déjeuner que la plupart des gens en un an, n'empruntait généralement pas ce chemin pour rentrer chez lui. Mais ce jour-là, il avait demandé à son chauffeur d'éviter la circulation. Il ne s'attendait pas à ça. Il la vit. La femme s'effondra sur le trottoir, le petit bébé dans les bras. La foule l'avait abandonné là. Il n'hésita pas. En 2 enjambées, il s'agenouilla à côté d'elle. « Mademoiselle, » dit-il d'une voix basse et contrôlée. « Vous m'entendez ?» Ses yeux s'ouvrirent brièvement. Luc gémit dans ses bras. José attrapa doucement le bébé, vérifiant son visage et sa respiration, puis glissa délicatement un bras sous le dos de Lisa, l'autre sous ses genoux. Il les souleva tous les deux comme s'ils ne pesaient rien. Des hoquets de surprise s'élevèrent parmi les spectateurs. « Il l'emmène ?» Il la souleva comme ça. « Attendez,
c'est José Santiago. C'est lui. Il les ignora tous. À la voiture, dit-il à son chauffeur. Il installa Lisa et le bébé sur la banquette arrière, ajustant la position de Luc avec un soin délicat. Il déboutonna son manteau, le plia et le glissa derrière sa tête. Mon Sinaï, dit-il fermement. Maintenant. Alors que la voiture s'engageait dans la circulation, José baissa les yeux sur la femme allongée, inconsciente, à côté de son bébé, le corps enroulé autour de lui, même endormie. Elle était tombée seule, mais elle ne se relèverait pas comme ça. La première chose que Lisa sentit fut la douceur sous elle, autour d'elle, la chaleur, puis le léger parfum de lavande. Elle ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux face à la douce lumière matinale filtrant à travers les rideaux transparents. Son corps se tendit. Ce n'était pas l'hôpital. Ce n'était pas le trottoir. Elle était allongée dans un grand lit aux draps blancs immaculés, dans une chambre trop calme, trop propre, trop chère. Son cœur s'emballa. Elle se redressa, prise de vertige. Son regard scruta l'espace. Des murs blancs, un haut plafond, un lustre en cristal au-dessus. De l'autre côté de la pièce se trouvait un berceau, le souffle coupé. Luc. Elle se précipita hors du lit, se précipita sur le tapis. Le bébé était allongé là, emmitouflé dans des vêtements propres, dormant paisiblement. Un minuscule moniteur clignota à côté de lui. Ses genoux fléchirent de soulagement. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Lisa se retourna brusquement, se préparant. José se tenait là, vêtu d'un pull gris foncé et d'un pantalon, calme et indéchiffrable. Elle recula. « Qui êtes-vous ? Où suis-je ? Pourquoi mon fils est-il ici ? Vous êtes en sécurité, dit-il d'une voix calme, restant près de la porte. Mon chauffeur et moi vous avons amené ici hier soir. Vous vous êtes évanoui. Le bébé brûlait de fièvre. Elle le fixa, le souffle court. Vous m'avez amené chez vous, chez moi, dit-il. Vous aviez besoin d'aide. L'hôpital m'a donné votre certificat de sortie. Vous n'avez pas été admis. Je n'avais pas d'assurance, murmura-t-elle, le regard perdu dans ses pensées. Je me suis dit, répondit-il d'un ton toujours calme. Tu es déshydraté. Épuisé. Elle baissa les yeux vers Luc, puis de nouveau vers José. J'apprécie vraiment ce que tu as fait, mais je dois y aller. Il hocha la tête. Bien sûr, il y a un orage dehors. Une forte pluie. Ton bébé a encore de la fièvre. Comme par magie, un grondement sourd résonna à travers les fenêtres. Lisa jeta un coup d'œil dehors. Ciel gris, la pluie ruisselant sur les vitres comme des larmes. Ses épaules s'affaissèrent. Je vais te laisser passer, dit-elle. Tu ne me gênes pas, dit-il doucement. Elle hésita. Cet endroit est à toi. Il hocha la tête. Ce lit, ses vêtements, ce berceau, tout arrangé pendant la nuit. Lisa le fixa, bouleversée. Pourquoi endurerais-tu ça pour un inconnu ? José détourna le regard un instant. Parce que tu étais la seule personne allongée dans la rue et que personne ne s'arrêtait. Ça me dérangeait. Lisa ne savait pas quoi dire. Il fit un geste vers une table d'appoint. Il y a de quoi manger dans la cuisine si tu as faim. Du lait maternisé en biberon et des médicaments pour bébé dans le tiroir. Je vais travailler presque toute la journée. Mon équipe ne te dérangera pas. Puis, d'un bref hochement de tête, il fit demi-tour et partit. Lisa resta des heures dans la chambre. La fièvre de Luc diminua après qu'elle lui eut donné le médicament. Elle le serra contre elle, regardant la pluie brouiller l'horizon par la fenêtre. Ce soir-là, elle s'aventura dans le couloir. Le manoir était grandiose. Murs blancs, sol ciré, silencieux comme une chapelle. Elle trouva la cuisine. Un chauffe-biberon était posé sur le comptoir, avec des biberons fraîchement stérilisés à côté. Dans le réfrigérateur, elle trouva du lait maternisé et des fruits précoupés. De retour dans la chambre, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué plus tôt. Un petit mot manuscrit sur la table de nuit. Le moniteur de la chambre est à commande vocale. Parlez doucement et il tamise les lumières. Bouton d'urgence sous le tiroir. Il est sain et sauf. Elle le lut 2 fois. Plus tard dans la nuit, alors que Luc se rendormait dans le berceau, Lisa l'observait en silence. Elle ignorait qui était vraiment José Santiago, ni à quoi ressemblait son monde au-delà de ses murs.
Mais à cet instant, entourée d'une attention discrète et d'une protection inattendue, elle réalisa quelque chose. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle ne se sentait pas complètement seule. La pluie persista 3 jours de plus. Lisa ne demanda pas à rester, et José n'en fit jamais mention, mais la complicité discrète entre eux se répandit comme une brume sur la grande demeure. Subtile, muette, tacite. Chaque matin, Lisa se levait tôt. Bien que personne ne s'attende à ce qu'elle fasse quoi que ce soit, elle trouvait la paix dans le mouvement. Elle essuyait les plans de travail, pliait les couvertures, lavait les biberons. Elle se préparait des flocons d'avoine et préparait de petites cuillerées de purée de banane pour Luc, qui se remettait lentement de sa fièvre. José le remarqua. Il remarqua sa façon de marcher sur la pointe des pieds dans la maison, sans jamais toucher à un seul objet qui ne lui appartenait pas. Il remarqua comment elle tapotait doucement le dos de Luc avec une tendresse éprouvée tout en murmurant des berceuses, des chansons douces et rythmées qui laissaient entrevoir un monde bien plus doux que celui qu'ils avaient connu tous les deux. Elle ne chantait jamais fort, juste assez pour endormir Luc. Un matin, il se tenait devant la porte de la chambre d'enfant, figé par le bruit. Lisa était assise près de la fenêtre, Luc dans ses bras, blotti contre sa poitrine. Sa voix était basse, apaisante. « Chut, mon bébé, ne pleure pas, maman est là et les étoiles sont hautes. » La mélodie était simple, les paroles à peine audibles. Mais José ne bougea pas. Il resta debout dans le couloir pendant plusieurs minutes, le son l'enveloppant comme une couverture dont il ignorait avoir besoin. Le 4e jour, il se surprit à l'attendre chaque soir. Et à la 5e heure, il se surprit à s'attarder dans des endroits où il n'avait pas besoin d'être, passant par la cuisine pile au bon moment pour la voir balayer les miettes du comptoir, jetant un coup d'œil dans le salon pour trouver Luc en train de roucouler tandis qu'elle jouait à cache-cache avec le bord d'un torchon. Il ne l'interrompait jamais. Il ne savait pas comment. Jusqu'à ce qu'un matin, juste avant le lever du soleil, le cri aigu de Luc résonna dans le couloir. José, déjà habillé pour une réunion matinale, se surprit à marcher vers le bruit avant même de pouvoir le deviner. Il hésita sur le seuil de la porte, puis la poussa doucement. Lisa s'assit dans son lit, les cheveux en bataille, clignant des yeux pour chasser le sommeil. Luc s'agitait à côté d'elle dans le berceau, les poings battants, le visage rouge. José s'approcha du berceau et se pencha avec précaution. « Je le tiens, dit-il à voix basse. Laisse-moi, laisse-moi essayer. » Lisa cligna de nouveau des yeux, puis hocha la tête, amusée. José souleva Luc des 2 mains, le tenant raidement comme un paquet marqué, fragile. Le bébé se tortillait et gémissait plus fort. « Je crois qu'il me déteste, » murmura José. Lisa rit doucement en attrapant un biberon. « Il a juste faim. » José essaya de tenir le bébé d'un bras et de prendre le biberon de l'autre. Luc donna un coup de pied. « D'accord, dit José, troublé. Je suis PDG, pas quelqu'un qui murmure à l'oreille des bébés. » Lisa sourit en reprenant Luc, le berçant doucement tout en lui offrant le biberon. En quelques secondes, le bébé se calma. « Tu vas bien, dit-elle doucement. »« José, expira-t-elle. Tu donnes l'impression que c'est facile. »« Ce n'est pas le cas, dit-elle, les yeux rivés sur son fils. »« Mais il vaut tout. » José resta un moment silencieux à les observer. Quelque chose changea en lui. Lentement, doucement, mais indéniablement. Plus tard dans la soirée, lorsque Lisa revint dans la chambre après avoir donné le bain à Luc, elle trouva un paquet soigneusement posé à côté de son oreiller, un paquet de couches pour nouveau-né, de haute qualité, bio, et un mot plié. Elle l'ouvrit d'un doigt prudent. Tu n'es pas seule. Pas de signature, mais elle le savait. Lisa fixa le mot un long moment, puis regarda vers le couloir où des ombres dansaient juste derrière l'encadrement de la porte. Elle pressa le papier contre sa poitrine et, pour la première fois depuis que son monde s'était écroulé, elle se laissa aller à y croire. Le ciel matinal était d'un gris doux et calme. José se tenait près de la porte d'entrée de la maison, tenant le porte-bébé de Luc d'une main et observant Lisa ajuster la couverture du bébé. « Où allons-nous » demanda-t-elle d'une voix légère de curiosité. « Je veux te montrer quelque chose » répondit-il. « Un endroit important. » Le trajet ne fut pas long. Ils traversèrent des quartiers où les gratte-ciels élégants devenaient de simples immeubles en briques. Finalement, la voiture s'arrêta devant un modeste centre communautaire à la peinture écaillée et à l'enseigne tordue indiquant « Fondation Opaven ». Lisa sortit lentement, scrutant du regard la cour animée où les enfants jouaient à chat et où les bénévoles installaient des tables pliantes.
C'est à toi, demanda-t-elle, surprise. José hocha la tête. C'est l'une des rares choses que j'aime et qui me donne un sentiment d'humanité. À l'intérieur, l'espace était animé. Les enfants plus âgés triaient des livres dans des caisses. 2 bambins jouaient avec des jouets dépareillés près de la fenêtre. Un bénévole au regard bienveillant offrit une tasse de thé à Lisa et roucoula à Luc. José observa Lisa se déplacer dans l'espace. Elle se pencha pour aider une fille à réparer ses lacets. Elle essuya le nez qui coulait d'un garçon sans sourciller. Elle s'assit par terre, faisant rebondir Luc sur ses genoux, tout en racontant une histoire à un groupe d'enfants, les yeux écarquillés d'impatience. Elle avait sa place. Et pour la première fois, José réalisa qu'elle n'était pas impressionnée par son nom sur le bâtiment ni par les articles encadrés au mur. Elle ne s'enquit pas du montant des dons ni de la portée de sa fondation. Elle s'enquit des enfants. Depuis combien de temps Jamal est-il ici? Émilie souffre-t-elle d'asthme? Les bénévoles tournent-ils? La constance est importante pour eux. Il se surprit à répondre, la suivante tandis qu'elle posait des questions qu'aucun invité ne prenait la peine de poser. Tu ne vois pas ça comme de la charité, se dit-il presque pour lui-même. Lisa se tourna vers lui. Je vois ça comme une communauté. Ces enfants n'ont pas besoin de sauveur. Ils ont besoin de présence. José la fixa un instant, pris au dépourvu. Non pas par ses mots, mais par la façon dont elle les prononçait, comme s'ils venaient d'un lieu profond et réel. Cet après-midi-là, l'un des le personnel avait annoncé l'anniversaire d'un jeune garçon. Milo, 9 ans, était calme et timide, sans famille. José était prêt à envoyer quelqu'un chercher un gâteau, mais Lisa avait une meilleure idée. Tu as de la farine? Des œufs, demanda-t-elle. On va le faire cuire. 1 heure plus tard, la petite cuisine sentait la vanille et le chocolat. Lisa préparait le repas. Luc, attaché contre sa poitrine dans un porte-bébé, se balançait en travaillant. José cassait des œufs, la farine saupoudrant ses manches de créateur. Il riait aux éclaboussures de pâte. Lisa étalait du glaçage sur le nez de José, qui ne broncha même pas. Ce soir-là, ils chantèrent pour Milo dans une salle pleine d'enfants qui applaudissaient. Le garçon s'illumina comme une lanterne lorsque Lisa lui tendit un livre emballé et José vit quelque chose changer dans ses yeux. Une lueur de confiance d'être vu. Plus tard, alors qu'ils rangeaient leurs affaires, José s'appuya contre le mur et regarda Lisa nettoyer le glaçage du menton de Luc. « Tu es différent, dit-il. » Elle leva les yeux. « Différent en quoi? Tu n'as pas demandé combien coûtait cet endroit. Tu n'as jamais regardé la plaque avec mon nom dessus. » Je l'ai vu, dit-elle doucement. Mais ce qui comptait le plus, c'étaient les empreintes de doigts sur les murs et les sourires dans la pièce. José ne répondit pas, mais à cet instant, quelque chose dans son cœur protégé s'adoucit. Il l'ignorait encore, mais Lisa venait d'entrer dans le seul endroit qu'il pensait inaccessible. L'orage s'abattit sans prévenir. Des nuages gris s'enroulèrent au-dessus du manoir comme un nœud coulant qui se resserrait. Le tonnerre grondait à travers les collines en pulsations profondes et délibérées. Le vent courbait les arbres le long de l'allée, murmurant des avertissements que personne ne semblait encore entendre. Dans les majestueux halls du domaine, l'atmosphère était trompeusement calme. La lumière du feu vacillait doucement dans le salon, projetant de douces lueurs sur le bois poli et le velours. José était assis près de la cheminée, un livre relié en cuir ouvert sur ses genoux, mais non lu, ses pensées errant jusqu'à ce que le staccato aigu et caractéristique des talons aiguilles résonne dans le hall de marbre. Il leva les yeux, les sourcils froncés. Karen Aldridge traversa l'entrée. Elle entra sans frapper, son long manteau beige impeccable malgré la bruine qui s'intensifiait dehors. Des gouttes de pluie brillaient comme des diamants sur l'ourlet, mais pas une mèche de ses cheveux blonds ne détonnait. Sa seule présence refroidissait la pièce de plusieurs degrés. Ce n'était pas la météo. C'était elle. Karen. José se leva lentement, surpris. José, dit-elle avec un sourire mielleux, s'avançant dans la pièce comme si elle était chez elle. J'étais dans le coin. Je pensais passer. Il ne répondit pas immédiatement, son regard dérivant vers la couverture de bébé soigneusement pliée sur le canapé. Ses yeux suivirent le mouvement et se plissèrent. Un léger roucoulement et le bourdonnement d'une berceuse filtrèrent dans le couloir. Un son si doux qu'il semblait irréel. Son sourire s'estompa. Quelques instants plus tard, Lisa entra, les bras berçant Luc contre sa poitrine, ralentissant son pas en apercevant la femme inconnue dans la pièce. Les yeux de Karen se plissèrent.
Qui est-ce? José se leva, la voix égale. Voici Lisa. Elle reste ici avec son fils. La voix de Lisa, bien que calme, exprimait une force sereine. Juste le temps que nous trouvions la stabilité. Nous ne sommes pas là pour nous imposer. Karen inclina la tête avec une douceur feinte. Comme c'est généreux de ta part, José. Lisa acquiesça poliment et se tourna pour s'éloigner. Mais Karen n'en avait pas fini. Tu l'as laissé rester ici avec un bébé, demanda-t-elle d'un ton teinté de dédain. Connais-tu seulement son passé? José ne broncha pas, mais ne répondit pas non plus. Lisa marqua une pause. Elle ne se défendit pas. Pas encore. Elle n'en avait pas besoin, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. Les heures qui suivirent furent tendues. Karen s'attarda plus longtemps que nécessaire, toujours à portée de voix. Ses paroles étaient mielleuses, son rire maîtrisé, mais ses yeux ne quittèrent jamais Lisa. Elle remarqua la façon dont José lui tendait une tasse de thé, le sourire de Lisa à Luc, et elle détesta ça. Ce soir-là, juste au moment où l'orage éclatait, c'est arrivé. Un membre du personnel se précipita dans le bureau. La vitrine de l'aile avait été ouverte. Il manquait un collier. Une pièce unique offerte à José par un client royal, gardée sous clé et sous surveillance constante. Sauf que la caméra à l'extérieur de la pièce s'était soudainement éteinte. Karen se tenait près de la vitrine, les bras croisés, les lèvres pincées d'une satisfaction sereine. C'est la seule étrangère ici, dit-elle en jetant un coup d'œil à Lisa, qui venait d'entrer. Lisa se figea. Je ne savais même pas que cette pièce existait. Comme c'est pratique, murmura Karen. Et la caméra est tombée en panne à ce moment précis, José se tourna vers l'équipe de sécurité. Qui d'autre est entré dans l'aile aujourd'hui? Seulement Karen et mademoiselle Lisa, monsieur. Mais la caméra a été désactivée à 16h07. Quelqu'un l'a fait manuellement. Lisa s'avança, le cœur battant. José, tu sais que je ne te volerai pas. Le visage de José ne trahissait rien, mais son silence en disait long. Je veux y croire, dit-il enfin. Je le crois vraiment, mais pas toi, murmura Lisa. Il ne répondit pas, je crois, dit-il lentement. Il vaut mieux que tu partes ce soir. Lisa resta bouche bée. Avec mon bébé dans cette tempête. J'envoie le chauffeur, dit-il en évitant son regard. Où tu veux. Elle le regarda un long moment, haletante, les yeux brillants mais secs. Puis elle hocha la tête. Pas besoin, dit-elle. On y va, Lisa, commença-t-il, une lueur de regret traversant son visage. Mais elle s'était déjà retournée. Elle fit ses bagages en silence, pliant chaque petit objet avec soin. Luc dormait profondément, inconscient. La pluie martelait les vitres. Lisa garda le menton relevé tandis qu'elle remontait le long couloir une dernière fois. Personne ne la suivait. Lorsqu'elle entra dans la pluie, elle fut trempée en quelques secondes. Sa veste lui collait au dos. Ses chaussures éclaboussaient les flaques d'eau froide. Elle descendit la longue allée sans se retourner. À l'intérieur, par la fenêtre du deuxième étage, José observait. Il ne bougea pas, mais quelque chose en lui se brisa. Il le sentait. Pourtant, il l'avait lâché. La pluie avait cessé au matin, mais elle laissait derrière elle un silence froid et pesant qui s'accrochait au mur de la maison comme un brouillard. La lumière du soleil filtrait à peine à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres fines sur le sol. L'air était plus lourd que d'habitude, comme si la maison elle-même retenait son souffle. José n'avait pas dormi. Il était assis seul dans le bureau, encore vêtu de ses vêtements de la veille. Une pile de rapports intacts s'étalait sur le bureau devant lui. Il n'avait pas lu un mot. Ses yeux restaient rivés sur l'interface du système de surveillance. Quelque chose concernant la nuit dernière ne le laissait pas en paix. Quelque chose dans les yeux de Lisa lorsqu'elle s'éloigna. La façon dont sa voix se brisa lorsqu'elle ne dit rien. Il se repassait tout cela dans sa tête encore et encore. La réapparition soudaine de Karen, son observation constante, la panne de caméra opportune, le collier disparu, et le silence accablant qui suivit. Et Lisa debout là, tenant son enfant dans ses bras, portant déjà le poids d'un monde qui ne lui avait jamais fait de place. José se pencha et ouvrit le répertoire de sauvegarde. Chaque système de sécurité qu'il avait installé comportait une redondance cachée. Karen, confiante comme toujours, avait dû supposer que désactiver la caméra du couloir suffirait.
Mais elle ignorait qu'il avait insisté pour une seconde couche, un flux interne auquel lui seul pouvait accéder, enfoui derrière des pare-feux chiffrés. Il parcourut les images. Elles étaient là, horodatées, parfaitement nettes. Sharon se glissait dans l'aile et d'un pas assuré, un objet brillant dans sa main. La caméra capta chaque mouvement, son approche de la vitrine, le mouvement de son poignet en l'ouvrant, la subtile façon dont elle glissait le collier dans son sac à main, et le sourire satisfait sur son visage en sortant. José se renversa dans son fauteuil, le souffle coupé. Fureur, culpabilité et incrédulité le submergeaient comme une tempête. Sans hésiter, il se leva. 15 minutes plus tard, Karen se prélassait dans la salle à manger, vêtue d'un peignoir de soie, sirotant un café dans une délicate tasse en porcelaine. La lumière matinale la baignait d'or, mais elle n'avait rien de chaleureux. José entra dans la pièce, d'un pas lourd, délibéré. Il laissa tomber une clé USB sur la table polie. Elle pivota légèrement avant de se stabiliser. Karen leva les yeux, l'air ennuyé, jusqu'à ce qu'elle voie son visage. « Tu as tout planifié », dit-il d'une voix basse, lourde d'une rage contenue. Elle cligna lentement des yeux. « De quoi parles-tu » Il fit un pas de plus. Le collier. L'appareil photo désactivé. Lisa. Le visage de Karen resta impassible un instant. Puis elle haussa les épaules, les lèvres pincées. Elle n'avait rien à faire ici. Tu m'as manipulé, dit-il, chaque mot délibéré, tranchant. Tu m'as fait douter d'elle. Tu as humilié une femme qui n'avait rien fait d'autre que me faire confiance. Et tu l'as fait parce que tu ne supportais pas d'être remplacée. Elle se servait de toi. Karen s'exclama. Je te protégeais de ta propre stupidité. Non, dit José, la voix s'élevant pour la première fois. Tu te servais de moi tout le temps. Karen se leva, le regard dur. Et maintenant ? Tu choisis une mère célibataire brisée et son enfant en pleurs plutôt que quelqu'un comme moi. Je ne la défends pas, dit José en s'approchant si près qu'elle dut pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Je la choisis. Pour la première fois, la confiance de Karen s'effondra. Tu vas le regretter, siffla-t-elle. Non, dit-il froidement. Tu vas le regretter. Il se tourna vers le majordome qui se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte. Raccompagne-la. Elle ne reviendra plus jamais ici. Karen hésita, puis le dépassa avec une grâce glaciale. Mais José ne la regarda pas partir, car il savait déjà ce qu'il avait à faire. 10 minutes plus tard, il était au volant, fonçant sur l'autoroute. Le ciel était toujours gris, comme si la tempête avait laissé des morceaux derrière elle. Il n'avait pas de destination. Il n'avait qu'une vision. Une femme aux yeux fatigués et à la force tranquille. Un petit garçon qui s'était endormi dans ses bras. Une chance. Non, le choix de ne pas les laisser filer. Il s'arrêtait à chaque épicerie du coin, demandait conseil à chaque employé de motel, jetait un coup d'œil dans chaque réfectoire abrité, tendant la photo de Lisa et murmurant un espoir. Il ignorait combien d'heures s'étaient écoulées. Mais il savait une chose, il ne s'arrêterait pas. Pas avant de l'avoir trouvée. La vieille église de la 91e rue se dressait silencieuse sur le ciel gris. Ses murs de pierre usée, noircis par la récente tempête, brillaient encore faiblement dans la lumière de fin d'après-midi, projetant de doux rayons rouges, dorés et bleus sur le parquet craquelé. Dans le réfectoire en contrebas, l'air était chargé d'une odeur de bouillon chaud et de pain cuit. Le bourdonnement des conversations s'élevait doucement au-dessus du cliquetis des plateaux métalliques. Les bénévoles se déplaçaient rapidement mais gentiment, offrant une deuxième portion avec des sourires fatigués et de brefs mots de réconfort à la file de personnes qui n'avaient nulle part où aller. Lisa était assise au fond, blottie dans un coin tranquille. Un bol de soupe aux légumes en carton, intact, reposait devant elle. Ses mains berçaient Luc, qui dormait profondément dans ses bras, le visage rouge contre le bord usé d'une couverture de flanelle, la seule couverture sèche qui leur restait. Son propre manteau était encore humide, collant à sa peau comme un regret. Ses chaussures étaient boueuses, ses doigts engourdis, mais son regard restait fixé, fixe. Elle avait tenu bon pendant des jours. Depuis qu'elle avait quitté le manoir, depuis qu'elle avait laissé derrière elle la chaleur, la douceur, le fragile espoir. Elle ne s'était pas autorisée à pleurer. Elle ne pouvait pas. Pas avec Luc dépendant d'elle. Pas alors que le monde avait déjà tant souffert. Et puis elle entendit des pas. Ni pressés, ni hésitants, juste réguliers, familiers, ancrés.
Elle ne leva pas les yeux au début. Elle n'en avait pas besoin, le souffle coupé. José. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, il se tenait à l'entrée du hall, encadré par la porte, scrutant la foule avec une urgence silencieuse. Son manteau était encore déboutonné, ses cheveux humides, son visage tiré, non pas par la pluie, mais par les heures, peut-être les jours, passés à le chercher. Leurs regards se croisèrent, et tout le reste s'évanouit. Il marcha lentement vers elle. Chaque pas était mesuré, comme pour s'assurer qu'elle ne disparaisse pas. Les conversations autour d'eux s'éteignirent. Le bruit se tut. Les gens se retournèrent, curieux, mais Lisa ne le remarqua pas. Elle n'entendait rien par-dessus le bruit de son cœur. Il s'arrêta devant elle. Pas un mot, juste un regard. Déchiré, plein de remords, sincère. Puis il s'agenouilla. Il retira son manteau sans hésitation et le drapa sur ses épaules. Il était encore chaud de son corps. Le geste était doux, respectueux. Alors seulement il parla, d'une voix basse, à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis désolé. » Lisa resserra son étreinte sur Luc, la mâchoire serrée, retenant l'émotion qui montait dans sa gorge. Pendant un instant, elle ne dit rien. Puis elle le regarda. Vraiment. Et ce qu'elle vit n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de la pitié. C'était le visage d'un homme qui avait eu tort et qui n'avait pas peur de l'admettre. « Merci d'être revenu, dit-elle d'une voix douce et chevaline. Une larme glissa sur sa joue. Elle la laissa couler. José déglutit difficilement, les yeux humides. J'avais tort sur tout. J'ai laissé quelqu'un déformer ce que je savais de toi. J'ai douté de toi alors que tu ne m'as jamais montré que de l'honnêteté. Lisa secoua lentement la tête. Ça va. Non, dit-il fermement, l'émotion pesant sur sa voix. Luc et toi méritiez mieux que ce que je vous ai donné. Son regard se posa sur l'enfant endormi, puis revint sur les siens. Je ne suis pas venu ici pour te sauver, Lisa. Il dit, je ne veux pas te sauver. Je veux juste marcher avec toi où que tu ailles. Aussi longtemps qu'il le faudra. Elle le fixa du regard, le cœur battant la chamade. Il n'y avait pas de grandes promesses, pas de supplications théâtrales, juste la vérité. Simple, ferme, vraie. Et d'une certaine manière, c'était plus que suffisant. Elle lui prit la main. Il prit la chose en silence, et pour la première fois depuis que leurs chemins s'étaient croisés, ils s'assirent ensemble, non pas comme une erreur et un sauveur, mais comme deux âmes choisissant, malgré tout, d'avancer, côte à côte. La maison près de la rive n'avait rien de grandiose, des volets blancs, une véranda enveloppante, des fleurs sauvages poussant librement le long de la clôture. Mais à l'intérieur, elle était baignée de lumière, de rire, et de quelque chose que ni Lisa ni José n'avaient vraiment connu auparavant, la paix. Un an s'était écoulé depuis cette nuit pluvieuse. Lisa se tenait dans la cuisine ensoleillée, une fleur sur les joues, dessinant de délicats tourbillons sur le gâteau qu'elle avait confectionné de A à Z. Luc était assis à la table voisine, balançant les jambes et fredonnant tout en arrangeant de minuscules fleurs en papier. Devant la fenêtre, José installait des chaises pliantes dans le jardin, manches retroussées, pieds nus dans l'herbe. Pas de manoir, pas de sol en marbre, juste chez lui. Lisa travaillait désormais à temps plein chez New Wings, une association d'aide aux mères célibataires. Chaque matin, elle aidait d'autres femmes qui étaient là où elle était autrefois, perdues, effrayées, épuisées, à retrouver leur équilibre. Ses yeux, autrefois voilés d'inquiétude, brillaient maintenant d'un feu discret. Elle avait construit quelque chose de personnel, quelque chose de durable, et ce jour était plus que spécial. Ce matin-là, dans un modeste palais de justice rempli de leurs amis les plus proches, José avait signé les derniers papiers. Il était désormais légalement et fièrement le père de Luc. Pas d'appareil photo, pas d'histoire, juste un instant, une signature, et un petit garçon qui se jeta au cou de José et murmura « Papa », pour la toute première fois. José l'avait serré fort, les yeux humides, lui murmurant en retour « Je l'ai toujours été ». Maintenant, alors que le soleil baissait et que le jardin s'emplissait des doux sons de la musique et des bavardages, ils se tenaient ensemble devant l'autel improvisé sous les vignes. Des amis les entouraient, des personnes qu'ils avaient aidées, aimées et avec lesquelles ils avaient guéri. Pas de journalistes, pas de robe de créateur, juste de vrais sourires et une brise qui portait un parfum de rose et d'espoir. Lisa portait une simple robe ivoire qu'elle avait cousue elle-même. José portait du lin. Luc, portant fièrement les alliances sur un coussin de velours, descendit l'allée herbeuse avec une prudence exagérée,
s'attirant de doux applaudissements et des rires discrets. Les vœux furent brefs, sincères. Pas de promesses théâtrales. Juste ceci. Merci de m'avoir vu quand j'étais invisible, dit Lisa, les larmes aux yeux. Merci de ne plus jamais me laisser marcher seule. José lui prit les mains. Merci d'avoir fait de moi un père et de m'avoir montré que la maison n'est pas un lieu. Ce sont 2 bras et un rire dont je ne veux plus jamais me passer. Ils échangèrent de simples alliances. Pas d'or, juste de l'argent. Suffisant. Après la cérémonie, tandis que les invités partageaient de la limonade et écoutaient une douce musique diffusée par une enceinte attachée à un arbre, José s'assit sur les marches de leur Porsche, Luc sur ses genoux et Lisa à ses côtés. Il les serra contre lui, déposant un baiser sur les cheveux de Luc, puis sur la tempe de Lisa. « Merci », murmura-t-il d'une voix rauque. « Merci de m'avoir donné une famille. Aujourd'hui, j'ai tout. » Et alors que les étoiles clignaient des yeux au-dessus d'eux, Lisa posa sa tête sur son épaule. Elle se souvenait de la chaussée. Froide, les étrangers qui passaient, les bras qui l'ont soulevée quand personne d'autre ne l'a fait. Elle était tombée dans la rue. Mais il l'a ramassée pour toujours. Et ensemble, ils apprennent quelque chose qu'aucun conte de fées ne dit jamais tout à fait. Le bonheur n'est pas trouvé. Il est construit. Elle n'avait rien. Juste un enfant dans ses bras et un cœur plein d'espoir. Il avait tout sauf quelqu'un avec qui le partager. Mais lorsque leurs mondes sont entrés en collision, ils ont construit quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait. Une famille, une maison, un nouveau départ. Parce que parfois l'amour ne vient pas vêtu de perfection. Il est enveloppé dans les deuxièmes chances, les promesses chuchotées et le courage silencieux de rester. Si cette histoire vous a ému, vous a rappelé la force que nous portons et l'amour que nous construisons, n'oubliez pas de vous abonner à des histoires d'âme. Des histoires émouvantes de l'âme, de vraies émotions profondes, des cœurs de guérison. Appuyez sur abonnez-vous, allumez la cloche et rejoignez-nous chaque semaine pour des voyages d'espoir plus inoubliables, de la compassion et de la beauté des miracles ordinaires.